Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans ce deuxième numéro de la Nuit Business. Très content. Vous connaissez le concept, un entrepreneur, ses échecs, ses visions, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas échoué. Et je pense que c'est ce qui nous intéresse pour comprendre comment les gens arrivent à réussir dans cet écosystème où tout le monde dit que c'est difficile de réussir en Afrique. Lui, il a fait, il a réussi à implanter une entreprise qui prend de la valeur, qui produit de la valeur de jour en jour. Il a accepté notre invitation, mais vous le découvrez après. Vous connaissez comment ça va se passer. Nous sommes peut-être à 30 secondes de l'émission. Pour donner de la force à l'émission, mettez des likes, écrivez en commentaire j'aime la nuit, donnez de la force. Ça permettra à la vidéo d'être suggérée à beaucoup de personnes. Et ça nous fera plaisir. Mettez en commentaire. En fait, au lieu de mettre peut-être j'aime la nuit, mettez des choses qui nous font plaisir, quoi. Qu'on va mettre en statut, en story, tout ça pour dire qu'on a une très belle communauté. Parce qu'on sait qu'on a une très belle communauté. Bienvenue dans la nuit, dans ce deuxième numéro. Run Business. Vous êtes particulier ou entrepreneur en bâtiment et travaux publics, vous êtes confronté aux problèmes de disponibilité de ressources humaines, moyens matériels et techniques fiables et efficaces. Désormais, vous avez les solutions en un clic. Idole Africa, une plateforme de fourniture de main-d'œuvre qualifiée et de matériel de construction. Accessible au www.idoleafrica.com ou avec l'application mobile sur Play Store. Infoline, plus 228 22 25 15 64 pour le 92 12 99 40. Email, contact@idoleafrica.com. Idole Africa, le numérique au service du BTP. On a monsieur Idole Africa. Tout le monde l'appelle Idole Africa. Mais je vais laisser lui-même se présenter et je vais lui poser des questions. On y va? Salut chef. Bonsoir cher ami. Vous avez direct les mots d'entrepreneur et tout ça. Cher ami, cher laté, tout ça. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Très bien, je dirais. Ouais, ça se voit. Alors, je vais vous laisser vous présenter aux gens qui nous suivent et après, moi, je vous pose toutes les questions possibles. Vous êtes prêts? 100%. On y va. Qui êtes-vous? Alors, je suis jeune Africain d'origine togolaise. Je suis Kodjoaï Dotou à l'état civil. Ram pour les plus proches, les plus intimes. Je suis ingénieur génie civil de formation. Je capitalise aujourd'hui, en tout cas, plus d'une dizaine d'expériences professionnelles sur le terrain. Je suis entrepreneur, promoteur, fondateur de plusieurs entreprises, certaines qui n'existent plus, certaines qui continuent le bon nombre de chemins. Et je suis encore plus connu pour être le promoteur, le président directeur général du groupe Idole Africa. Merci. Non, tu n'as pas besoin de me remercier, t'inquiète. On est entre nous. En fait, ce qui revient souvent quand on parle d'entrepreneur, les gens pensent argent. Mais si vous voulez pouvoir approcher votre bouche du micro, hein, voilà, voilà. En fait, les gens parlent surtout d'argent, mais ils parlent beaucoup de... Ils oublient qu'avant d'avoir de l'argent, il y a des échecs qui sont sur la route. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez créé beaucoup d'entreprises qui n'existent plus. C'est quoi pourquoi? Parce que déjà, je crois que, comme tu le dis, une entreprise qu'on crée, ce n'est pas forcément la première phase, l'interface principale. Tout de suite, c'est pas le succès. Le succès vient après plusieurs échecs. Et c'est les échecs qui sont les pions qui nous permettent de quitter un point A à un point B. Et c'est comme ça qu'on va de façon progressive vers le succès. Donc il faut passer forcément par les échecs pour pouvoir arriver au succès. Donc les entreprises qu'on crée aujourd'hui, c'est des difficultés, mais celui qui gagne aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a gagné éternellement, mais le gagnant, c'est celui qui est persévérant, celui qui continue la course en fait. Voilà. Non, c'est bien. Tu sais, quand on parle surtout de ça, les entrepreneurs n'aiment pas rentrer dans tout ce qui est détail. Tu vois? Non, est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense qu'il y a une petite dose d'humilité parce que lorsque
on est dans le parcours. On se dit qu'il ne faut pas aussi jouer trop connaisseur, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas de... Aujourd'hui, les entrepreneurs africains, togolais, l'entrepreneuriat est une nouvelle tendance en Afrique. On n'a pas reçu cette éducation de base comme entrepreneur. Je me rappelle toujours quand j'étais au collège, j'ai l'habitude de le dire, lorsque on nous met en face un devoir à traiter, pour nous c'était l'individualisme. Il fallait protéger sa feuille, il fallait travailler seul, il fallait réfléchir seul. Et il fallait saboter le camarade qui jetait un coup d'œil sur sa feuille. Non, mais moi, j'étais très fort dans ça. Je sabotais tout le temps. Je pense que tu n'étais pas seul, on est deux alors. Donc, mais je crois qu'après, aujourd'hui, la vie nous apprend autre chose. La vie d'aujourd'hui, ce n'est pas une vie individuelle, voilà. C'est une vie en société, voilà. Donc, je crois que déjà que c'est l'une des erreurs, des bases faussées de notre éducation qui, aujourd'hui, est important dans la démarche entrepreneuriale, dans les aptitudes qu'il faut avoir comme entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait demander, quelqu'un qui sait voir à côté, quelqu'un qui sait demander assistance pour pouvoir mieux évoluer, voilà. Donc, toutes ces aptitudes qui nous manquent, forcément, c'est difficile à la base de pouvoir réussir les premières entreprises. Le taux d'échec dans l'entrepreneuriat en Afrique est très élevé parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ces aptitudes. Mais on se dit, aujourd'hui, il vaut mieux tard que jamais de se lancer dans cette... ce n'est pas une tendance pour moi. Aujourd'hui, c'est le seul moyen par lequel l'Afrique peut aujourd'hui relever toutes ces années de retard. Et voilà, donc on se lance dans cette bataille, dans ce combat. Et puis, tant bien que mal, je crois quand même que lorsque vous prenez 10 entreprises aujourd'hui, africaines, il y a peut-être des qui arrivent à réussir, des qui arrivent à suivre la tendance, à continuer pas à exister. Donc, c'est déjà quand même un plus. Voilà. Ce que tu dis, c'est que quand on est sur les bancs, le fait de protéger nos copies, de dénoncer les gens, c'est négatif. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, comme je le disais tantôt, le système anglophone, anglo-saxon, ce n'est pas ça. Lorsque vous êtes déjà à l'école, dès le bas âge, on vous apprend à travailler en groupe, on vous apprend à travailler en société. Et c'est ce qui vous permet de vous intégrer tout de suite dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Et vous n'êtes pas seul en fait. Aujourd'hui, comme je le dis, l'entrepreneur, c'est celui dont la destinée dépend de tout le monde. Il n'est pas seul à décider de prendre des décisions. Il n'est pas seul à décider que tout aille bien dans son entreprise. C'est vrai qu'il est le leader. Mais au-delà, il y a des gens avec qui il doit évoluer pour pouvoir vraiment sortir ce leadership. Donc, ce n'est pas une vie en individuel, mais c'est une vie en communauté. Voilà. Dans notre système togolais, je pense qu'il y a surtout cette peur-là. Quand on a une idée d'entreprendre et qu'on doit aller voir les gens pour demander des conseils, on a peur que les gens volent nos idées. Je pense que c'est une peur réelle, en fait. Qui n'a pas lieu d'être normalement, selon moi. Parce que, vous savez, quand je pense à toutes les fois où j'ai eu une idée et que je pensais que j'étais la seule personne à qui l'idée venait, et quand je commence par la développer, je me rends compte que quelqu'un qui ne me connaissait pas développe la même idée, je comprends tout de suite que je n'étais pas seul. Maintenant, après, quand aujourd'hui l'Internet existe, quand on se met à chercher, on se rend compte que une idée, ça vient comme des ondes et ça se propage. À la même seconde où vous avez une idée, il y a peut-être 100 personnes dans le monde entier, dans le monde, qui reçoit la même onde, qui a la même idée. Mais l'idée, c'est rien pour moi, en fait. Et lorsque, pour moi, quand vous avez une idée, c'est comme... Pour moi, c'est pas significatif, au fait. Avoir peur de partager son idée, il n'y a pas l'idée du monde, au fait. Il n'y a pas l'idée du siècle, mais il y a l'exécution du siècle. L'idée, c'est ce que vous en faites qui fait de cela une entreprise à succès.
une entreprise à succès, ce n'est pas l'idée, mais c'est l'exécution qu'on en fait, en fait. Voilà. Tu sais, quand on revenons à la base, vraiment à la base. Pour créer une entreprise, on vient de parler d'idées, il faut avoir l'idée déjà pour commencer. Et généralement, dans la jeunesse actuelle, tu l'as dit, des millions d'idées naissent chaque seconde, tu vois. Et heureusement, ou bien malheureusement, ce n'est pas toi seul qui as cette idée-là. Des millions de personnes l'ont. Et c'est dans l'exécution qu'on sait vraiment que, voilà quoi, c'est qui est quoi et quoi. Maintenant, l'idée, elle est née. D'accord? Et les gens, ils ont besoin d'argent pour pouvoir financer cette idée-là, généralement. Soit tu as l'argent qui va avec, et soit tu n'as pas d'argent, et tu vas demander. Supposons, vous êtes dans le domaine, pour un jeune qui nous voit par exemple, qui a son idée d'entreprise déjà, et qui n'a pas forcément les sous. Quels sont les moyens dont il pourra disposer? Il dispose dans ces conditions togolaises ou africaines pour pouvoir financer son idée. Bon, la question de financement, c'est une question assez relative parce que pour moi, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et ça a été toujours... c'est vrai qu'à la base, sur mes premières entreprises, je pensais l'inverse. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai compris et je déduis que c'est le projet qui fait l'argent et jamais l'inverse. Alors, donc, c'est pour dire que vous partez d'une idée qui est déjà fondamentalement pertinente parce que il faut partir d'une problématique réelle déjà. Et maintenant, après avoir détecté une problématique réelle, il faut trouver les vrais moyens de faire ressortir les solutions que vous voulez proposer à cette problématique. Parce que, vous savez, vous et moi, aujourd'hui, si je viens vers vous pour demander que vous me prêtez de l'argent sans que je n'ai fait de preuve, vous n'allez pas le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord avec moi? Très bien. D'accord. Et que ce soit vous, la banque, diverses personnes, généralement, personne ne veut jeter son argent par la fenêtre. Donc, les millions d'idées naissent, comme on le dit. Vous pouvez avoir des idées, je peux en avoir. Les voisins à côté, les frères, les cousins, etc., etc., tout le monde peut en avoir. Et lorsque quelqu'un vient vers vous pour vous dire « j'ai une idée », l'idée, elle peut sembler belle, mais tout de suite, lorsque vous avez vraiment vos deux pieds sur terre, vous ne pouvez pas mettre de l'argent comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on appelle le love money. Le love money, il est plus facile parce que c'est comme je viens vers vous, je dis « cher ami, j'ai telle idée, mais vous connaissez un peu comment je fonctionne. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez sérieux. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez réfléchi. Donc, sur cette base, vous pouvez me donner votre argent. Sur cette base, mes parents peuvent me donner leur argent parce qu'ils me connaissent. Sur cette base, mon entourage plutôt, peut me donner de l'argent. C'est ce qu'on appelle du love money. C'est ce que moi je conseille généralement aux gens. Lorsque vous savez que vous avez de bonnes réputations et vous avez une idée et que les gens le savent pour vous, vous regardez dans votre entourage, il y a des gens, pas tout le monde forcément, mais il y a des gens qui vous feront confiance, qui vous donneront de l'argent. Avec cet argent, c'est ce que moi j'appelle l'argent d'amorçage. Et avec cet argent d'amorçage, vous devez faire quoi? Peut-être faire le prototype de votre idée, de votre solution que vous proposez, essayer de trouver les premières approches pour pouvoir faire connaître aux entourages. Et l'entourage, c'est la première cible, au fait. Parce que vous partez d'une problématique détectée dans votre entourage. Et c'est vers cet entourage que vous devez adresser votre première solution. Et c'est cet entourage qui vous permet de voir la solution. Est-ce qu'elle est adaptée? De la réadapter avant d'aller sur le grand public. Donc, avec du love money, vous voyez dans votre entourage, vous avez un peu d'argent. Vous essayez de développer votre solution, de le mettre sur le petit marché, de faire votre petit test avec toujours cet entourage. Et vous avez une solution que vous pouvez parfaire maintenant avant d'aller sur le go on market. Voilà. J'aime bien. Tu sais, moi j'aimerais vraiment qu'on parte de ça, la création d'entreprise, les partenariats et finir avec le succès. J'aimerais que quand un jeune entrepreneur, un jeune qui a une idée en tête, puisse suivre la vidéo, puisse se dire, OK, il a commencé très bas dans la naissance de l'idée jusqu'à la création, jusqu'à comment faire en sorte que l'idée vraiment grandisse.
On y va? D'accord. Parfait. Donc, on a eu l'idée et la personne ne peut pas aller demander l'argent comme ça parce que les banques ne vont pas te prêter. Il faut montrer une preuve que quand tu prends de l'argent, tu vas rembourser vraiment. Maintenant, les gens qui peuvent t'aider, comme tu as dit, ce sont des gens de ton entourage. Et Love Money, je pense que c'est de l'argent qui vient des gens qui t'aiment. Exactement. Juste. Ok. Maintenant, tu as l'argent des gens qui t'aiment. C'est quoi l'étape après? Donc, une fois que déjà ta bonne réputation te permet d'avoir du Love Money, et l'étape prochaine, c'est forcément il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. C'est vrai qu'à la base, on n'a pas les moyens pour s'entourer de bonnes personnes. Généralement, quand on parle du Love Money, ce n'est pas assez d'argent, c'est très peu d'argent pour pouvoir financer une idée et bien un développement d'une solution. Mais il faut déjà quand même trouver autour de soi les gens qu'il faut. Et si je peux partir sur l'exemple de ma dernière entreprise sur laquelle beaucoup de personnes me connaissent, je me rappelle encore comme si c'était hier. Tu parles de l'Africa? Justement. Okay. Comme si c'était hier, je revenais d'une chute fracassante, sortir d'une énorme déception, d'une dette énorme. S'il te plaît. je sais que tu vas vouloir faire comme ça. Mais moi, j'ai envie. On met une pause sur ce que c'est. On met une pause. Parce que je sais que tu vas extrapoler. Mais j'ai pas envie que tu extrapoles. D'accord. D'accord? Tu parles de quoi en disant un énorme échec en termes de dette? Dis-moi, s'il te plaît. Je pense qu'en 2018, lorsque je revenais au pays, c'est vrai que je n'étais pas en Europe. Moi, j'étais au Mali où je travaillais dans une entreprise. Et j'étais revenu avec un peu d'argent et j'avais envie de créer une entreprise qui allait changer un peu le monde. Combien? Changer le Togo. Combien? Tu peux estimer combien tu avais? Je crois que c'était 3 millions et quelques. 3 millions. Et quelques. Et j'avais envie de changer un peu les paradigmes dans le secteur de la construction et j'ai créé une entreprise. Et avec cette entreprise, j'ai eu la chance, que je dis, et la grâce de pouvoir être attributaire de plusieurs marchés publics. Ça coïncidait avec la période de la politique du chef de l'État d'octroi de 20 à 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Et étant donné que je suis là, je n'ai pas déroulé cette casquette. Je suis un expert en montage d'offres, d'appels d'offres, dossiers de soumission pour gagner les marchés publics. Donc, j'avais déjà cette compétence que j'ai mis à mon service en tant qu'entrepreneur. Donc, ça m'a permis de gagner assez de marchés à l'époque, en 2018. Et en 2018, de 2018 à 2019, 2020, ça fait 2 ans. Et c'est 2 ans de beaucoup de marchés, mais après, comme je le dis habituellement, gagner les marchés, c'est une autre chose, mais c'est quelque chose, mais les exécuter dans les règles de l'art et le respect du délai, c'en est une autre. Et on s'était en sorti avec beaucoup de dettes parce que on a fait des marchés qu'on ne devait pas faire, on a décidé de faire des marchés qu'on ne devait pas faire, on a mal exécuté certains marchés. On a manqué d'esprit managérial à un niveau. On a manqué des ressources qu'il faut aller à un niveau. Mais si je prends la dernière problématique, manque de ressources, c'est ça qui devient idéal aujourd'hui. Donc après, après tout ce que je viens de décrire, c'était 40 millions de dettes. Ah ouais. 40 millions de dettes entre janvier 2020 et disons août 2020 jusqu'à décembre 2020, c'était 40 millions de dettes. En si peu de temps? Oui, en si peu de temps. Dans les BTP, ça va très vite. Ça va très très vite. Wow. Et il fallait vraiment décider de quoi faire. Et pour moi, à l'époque, c'était soit quitter le pays. La première option qui me venait... Fuir ou bien quitter le pays? Quitter le pays, pas... Bon, ok, ça dépend de ce que tu mets dans fuir. Donc, j'avais quand même quelques amis qui sont toujours d'ailleurs au Canada et en Europe, aux États-Unis, qui connaissaient quand même mes compétences quand il s'agissait de parler d'ingénierie civile.
Et c'était la première option. Après, la seconde option, c'était... J'ai eu la grâce d'être un bon ingénieur, un bon directeur projet dans les entreprises que j'ai faites entre 2012 et 2015. Et il y a certaines entreprises qui avaient envie de me faire revenir comme chef projet, etc., etc. Donc, c'était la seconde option. Et la troisième option, c'était de réfléchir à ce qui n'a pas marché pour trouver une solution. Mais j'avoue que cette option n'était pas vraiment celle qui m'enchantait. J'avais juste envie de soit quitter, de soit repartir en entreprise et devenir un employé d'une entreprise. Et j'étais un peu perdu. Il fallait vraiment que je retrouve mes repères. Et j'ai commencé par écouter beaucoup de podcasts comme celui-ci. C'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle je vous envoie toutes mes félicitations pour cette initiative. Merci. Et j'écoutais beaucoup de podcasts, j'essayais de m'inspirer de mon entourage, j'essayais de voir un peu ce qui se passait autour de moi. J'allais à quelques conférences, j'écoutais quelques personnes qui m'inspiraient. Et en 2020, en août 2020, j'ai eu la grâce de participer à une conférence à Onomo où je pense que j'ai eu la dose qu'il fallait pour que je puisse lancer une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Et je dois avouer que Edolé, c'était un projet que j'avais déjà depuis le début et c'était une problématique que j'avais remarquée et que je voulais adresser, je voulais trouver une solution. Mais étant donné qu'on était pêle-mêle entre beaucoup de projets, c'était difficile de se concentrer là-dessus. On a d'ailleurs travaillé là-dessus et même le premier développeur à qui on avait confié le projet à l'époque avait essayé de pirater le projet, il avait essayé de développer une plateforme comme ça. Et la raison pour laquelle j'avais abandonné le projet, mais comme j'étais dos au mur, j'avais plus de collaborateurs, 0 employé, 0 collaborateur, 0 agent, des dettes. Il fallait jouer la dernière carte qui me restait. Et j'étais à Onomo quand l'idée m'est venue pour dire il faut que je reprenne l'idée Edolé. À l'époque, c'était pas Edolé, c'était juste le nom que ça portait, c'était main d'œuvre. Et je pars dans mon bureau, je sors, j'ouvre mon placard, je sors le dossier que j'avais édité sur ça. Je commence pas à voir, mais je rappelle que c'était 40 millions de dettes. C'était difficile de manger à l'époque. C'était difficile de carburer mon véhicule à l'époque. Donc, c'était très difficile d'envisager pouvoir développer le projet sans moyens. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé par réfléchir. Mais retenez quelque chose, ce qui est important de savoir, on ne va pas être long, mais l'idée a été ressuscitée en août et en décembre 2020, c'est-à-dire 4 mois après, nous avons fait un lancement au Onomo. Comment on a fait 4 mois lorsqu'on avait 40 millions de dettes, 4 mois lorsqu'on n'avait pas d'argent pour carburer son véhicule. Comment est-ce qu'on est arrivé à faire un lancement? Ceux qui suivent ce podcast, qu'ils aillent sur nos pages pour voir comment est-ce que le lancement était. Moi, j'ai suivi. C'est intéressant. Voilà. Donc, le lancement, c'était un lancement en pompe. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à faire un lancement en pompe? Je vais te couper un instant. D'accord. Quand tu disais, par exemple, que tu avais les 40 millions de dettes, tu avais 3 solutions. Retourner en entreprise, les amis au Canada, ou bien trouver une solution. Réfléchir sur tes échecs et trouver une solution. Et la solution, c'est de l'Afrique actuellement. J'aimerais savoir, en entreprise, je sais que c'est pour ne plus prendre des risques. Parce qu'entreprendre, c'est du risque. Mais ce que je ne comprends pas, c'est par rapport aux amis canadiens. C'était pour que tu retournes là-bas ou bien c'est eux qui t'ont aidé à éponger la dette? Non, éponger quelle dette? Un ami canadien, est-ce que ça va chez lui forcément? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est parce que je n'ai pas vécu là-bas, mais je pense que vivre là-bas, ce n'est pas une vie qui permet quand même d'économiser assez d'argent. Super. Donc, les dettes ont été posées grâce au nouveau projet. Ah ouais, non mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, je veux comprendre. Les 40 millions sont là et de l'Afrique est née. C'est ça? Justement. Ok. Donc, ça veut dire que de l'Afrique est né des cendres de ton échec passé. Oui. Maintenant, comment on fait pour lancer un grand pompe et de l'Afrique alors qu'on n'arrive pas à manger? Ouais, c'est ce que je disais tantôt. C'est vrai que si aujourd'hui je dois le dire,
j'ai envie d'aller à ma propre école, voilà, parce que je me rappelle que quand je suis revenu, j'avais quand même un seul collaborateur qui était fidèle, qui était loyal, qui était là. Et je lui dis, cher ami, il faut que nous lançons notre projet. Il me dit, chef, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons aucune ressource. Aujourd'hui, même si on a des ressources, il faut payer les dettes. Aujourd'hui, même si on a des ressources, il va falloir qu'on puisse trouver des moyens pour vivre nous-mêmes d'abord. Lancer encore notre projet serait suicidaire. Mais je crois qu'il y avait une voix tout au fond de moi qui me disait que c'était la bonne. Et j'ai fait le mieux possible pour le convaincre. Il a compris et il s'est mis à l'œuvre avec moi. Et je dis généralement, la stratégie, ce n'est pas la stratégie qui mène à l'action. Pour ceux qui sont dans la théorie, qui veulent tout élaborer avant de passer à l'action, pour moi, ce n'est pas ça. Trop de stratégie tue la stratégie. C'est l'action qui amène la stratégie à adopter. Et tout de suite, pour moi, à l'époque, c'était de trouver les moyens de commencer quelque chose quand c'est maintenant. Il fallait commencer. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire maintenant? On n'a pas de moyens, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et nous avons commencé à l'époque par déjà chercher quels sont les agents tech, les développeurs qui pourraient travailler avec nous. Et on est tombé sur des développeurs, on a commencé par chercher, ça ne nous coûtait pas grand-chose de faire ces recherches. Et on a trouvé des développeurs, on leur a exposé le problème, on a commencé par travailler. Mais je leur ai dit une chose, nous n'avons pas d'argent pour vous payer. On n'a rien pour vous payer. Vous voyez le bureau qui est ici, on a des ordinateurs, vous pouvez venir travailler ici. Si vous êtes prêts, même on peut vous donner même des actions sur ça, sur le projet. La question qu'on me pose, qu'est-ce qui vous garantit que vous aurez l'argent pour nous payer? Je dis rien. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher? Je dis tout. Je dis tout. Et je pense que aujourd'hui, ils le regrettent la plupart des personnes parce que ils ont eu ce courage de nous accompagner pour dire, ok, vous allez signer un engagement, quand vous allez avoir de l'argent, vous allez nous payer. Mais nous n'avons pas envie d'être actionnaires chez Edolé. Bon, c'était pas Edolé, c'était Main-d'œuvre, ça n'avait pas de nom. Le nom est venu 3 jours avant le lancement. Donc, j'ai su quand même, moi je le dis, la réputation est très importante, c'est le capital premier d'un entrepreneur. Malgré mes échecs, malgré mes faillites, malgré mes dettes, ceux qui me connaissent savent que je suis toujours droit dans mes bottes tant que je peux. Je suis toujours loyal tant que je peux. Je suis toujours honnête avec les gens tant que je peux. Donc, il a été plutôt facile de rassembler les gens autour de ce nouveau projet, d'aller vers les gens pour dire « j'ai pas d'argent, mais je veux que tu viennes travailler avec moi. J'ai pas d'argent, je veux que tu travailles avec moi. » Donc, les gens, il a été plus facile. C'est le plus gros du boulot, de trouver les gens. Une entreprise, ce n'est pas une idée, ce n'est pas l'argent, c'est les humains. C'est les humains qui font l'entreprise. Donc, ça a été très facile parce que j'avais cette réputation que j'ai pu honorer. Et rapidement, j'ai trouvé les gens qu'il fallait. On a commencé par développer le projet. L'argent est venu à quel moment? L'argent est venu en novembre. On a eu la chance d'avoir un petit marché comme ça, sur lequel en 2 semaines, on a fait une petite marge avoisinant 2 millions. Et 2 millions, ce n'était pas suffisant pour faire ce lancement. Oui, doit l'aimer. Voir 2 millions, mais ça quand fait maintenant. Ok. Quand fait maintenant, tiens vidéo. Et grâce à cette stratégie, les gens ont compris que si on a des dettes, si on a des problèmes nous-mêmes, et qu'on a 2 millions, et que ces 2 millions, on ne veut pas bouffer ça nous-mêmes, on remet dans un projet, il faut y croire à ce projet. Et c'est comme ça qu'on a commencé par embarquer des gens. Et l'argent est venu en novembre, comme je le disais. J'ai toujours dit à l'équipe, il faut qu'on fasse le lancement en 2020. Tout le monde me pose la question, pourquoi en 2020? J'ai dit, je ne sais pas. Mais il faut qu'on fasse le lancement en 2020. Et l'argent est venu en novembre. On a payé les panneaux en ville qu'on devait payer. On a payé ce qu'on devait payer, les hôtesses. La télévision togolaise qu'on n'a pas pu payer à l'époque, qui n'a pas diffusé, qui était fâché, qui n'a pas diffusé. Mais on a payé ce qu'on pouvait payer. On a payé l'hôtel. La veille du lancement, on n'était pas sûr du lancement parce qu'on n'avait pas encore payé Onomo.
On a payé 50%, il fallait solder. On n'avait pas les moyens. On a eu les moyens à 23 heures, on est allé payer. On a fait le lancement. Le jour du lancement, après le lancement, je n'avais même pas 100 francs pour acheter de l'eau pour boire. C'était difficile. On est où on est aujourd'hui, voilà. Waouh! Waouh! Ah, moi j'ai d'être comme ça, moi je m'enterre, hein. Moi, je fuis le pays. Hein. Ouais, c'est intéressant. Waouh! 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 Incroyable. Moi j'ai 15 000 francs de dette, moi je fuis le pays. C'est pas vrai. Merci. Ok. Déjà, félicitations. Je pense que c'est vraiment inspirant l'histoire pour ceux qui vont voir le truc. Qu'on voit de très loin, tu vois, de très loin. Et là, on a quelqu'un qui témoigne de... Les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, hein, de cette histoire. Maintenant, je poursuis mon histoire. On y va? Donc, on a l'idée, on a l'argent, le love money, comme vous l'avez dit. Oui. Après, on a les personnes qu'il faut autour, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui suit après? On trouve les premiers warriors. Les 2, 3, 1. Il faut trouver les premiers warriors. Quand on les trouve, après, on va à l'action. L'action, c'est de définir comment est-ce que la solution qu'on veut adresser, si c'est un service, si c'est un produit, comment est-ce qu'on conçoit. Donc, on part sur la conception du produit, la conception du service. Donc, on travaille sur la matérialisation de l'idée, de la solution qu'on veut proposer à notre marché, à notre cible. Donc, c'est avec cette équipe que collectivement, on conçoit le projet, on conçoit plutôt la solution à adresser. Donc, lorsqu'on arrive à concevoir la solution à adresser, ensemble, encore avec l'équipe, on décide de comment est-ce que on fait le go-to-market. Comment est-ce qu'on fait la pénétration du marché? Comment est-ce qu'on arrive à définir une stratégie, à élaborer une stratégie de communication, une stratégie pour convaincre la cible? Et quand je parle de stratégie, comme je le dis, il vaut mieux d'aller sur de petits objectifs que d'aller sur de longs objectifs. Et les petits objectifs, dans ce cas, c'est déjà de regarder dans son entourage. Écoute, si je remarque que, par exemple, tu as des problèmes tu me permets, hein? Bien sûr. Tu as des problèmes de boutons quand tu te rases. Et je vois dans mon entourage, je vois que c'est le problème que je veux solutionner, auquel je veux apporter une solution. Et que j'arrive à sortir un produit, une solution pour ça. Il faut que je vienne vers toi. Il faut que je vienne vers ceux qui sont dans mon entourage. Ça me fait dépenser. Non seulement ça me fait dépenser moins, mais ces gens peuvent avoir, comment ça se dit, avoir l'honnêteté de me dire non, ça va, non, je veux. Donc, vous arrivez à aller vers votre entourage pour tester votre produit, tester votre solution, tester votre service que vous offrez. Donc, après cette étape, il faut un retour en arrière. Je dis souvent, entre la réalité, c'est-à-dire la théorie et la pratique, il y a un grand écart. Les choses ne se passent jamais comme prévu. Donc, lorsque vous imaginez votre solution, souvent, on est sur Mars. On n'est pas sur Terre. On pense qu'on a la meilleure idée au monde. On pense qu'on a la meilleure solution au monde. On pense que notre solution guérit le cancer. On pense que notre solution guérit le sida. Et on l'adresse. Et quand ça commence à aller vers la cible, on se rend compte que j'étais un peu dingue. J'étais un peu dans les nuages. J'étais sur Mars, etc., etc. Ça ne sous même pas une plaie. Voilà. Mais quand on est à la hauteur de ses ambitions, on a cette honnêteté intérieure de pouvoir se remettre en cause et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer, comment est-ce qu'il faut l'améliorer. C'est vrai que la première amélioration n'est pas forcément parfaite, mais on fait une petite amélioration au départ et qu'on repart vers cette cible qui avait testé le produit. Et c'est cette cible qui nous dit, c'est notre orientation en fait, commerciale. C'est elle qui nous dit,
Ah, là, ça va mieux. Là, il faut faire ci. C'est des cobayes. Excusez-moi l'expression. Mais c'est nos cobayes. C'est eux qui nous permettent. C'est des cobayes gratuites, voilà. Qui permettent de tester. Et quand je dis cobayes gratuites, c'est que quelqu'un qui achète votre produit et que ce n'est pas bon, et vous revenez encore vers elle pour lui dire, j'ai amélioré, qui accepte de le tester encore, de l'acheter, même de le tester gratuitement, c'est quelqu'un qui vous aime. Parce que quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché, il ne veut plus essayer. Généralement, c'est ça. Mais la personne est d'accord pour pouvoir essayer, pour vous donner plusieurs chances pour vous améliorer. C'est des gens qu'il faut vraiment prendre au sérieux, utiliser vraiment à bonne guise. Et après ça, lorsque on arrive quand même à savoir, il y a 1, 2, 3 personnes qui vont dire que là, ça va. Là, je pense que ça va. De façon honnête. Il faut quand même être honnête avec soi-même. De façon honnête. Et là, vous êtes prêt pour le go-to-market. Voilà. Ok, intéressant. Ok, je récapitule. Ça là, les gens vont prendre ça et vont quelque part comme mot d'emploi après. Vous avez l'idée. Oui. Vous avez besoin d'argent. Les banques ne vont pas vous aider. Oui. Ne vous faites pas des idées. Oui. Ceux qui peuvent vous aider, c'est ceux qui croient en vous, en vous déjà, parce que votre idée n'est pas une idée pour le moment. Ou soit vous travaillez pour gagner de l'argent vous-même. Vous-même pour financer. C'est les deux. Voilà, c'est 2 choses. Donc vous avez l'idée, soit vous travaillez pour financer l'idée, soit vous allez voir des gens qui vous aiment, qui veulent de l'argent pour financer l'idée. Maintenant que vous avez l'idée, vous devez trouver les warriors, comme vous avez dit. Oui. Les warriors, c'est des gens, vos guerriers autour de vous, qui vont vous aider à travailler l'idée pour que ça rapporte. On doit embarquer les gens dans la vision. C'est ça, dans la vision. Maintenant, quand vous avez les gens dans la vision, maintenant, il faut tester le produit dans votre entourage. Il faut tester le produit dans votre entourage. Parce que déjà, le problème que vous voulez solutionner, vous l'avez détecté dans votre entourage proche. Ce qui veut dire que vous apportez cette solution-là pour qu'ils testent, pour voir si ça marche. Vous testez jusqu'à ce qu'ils vous disent oui, ça marche. C'est ça. Et quand ils vous disent oui, ça marche, c'est le moment d'attaquer le marché. D'aller sur le marché. Voilà. C'est très bien. Merci. Maintenant, à quel moment vient, quand on parle d'entreprise, quand on parle d'entrepreneur, entreprise, c'est sûr. Maintenant, beaucoup de gens aiment rester dans la clandestinité en ne créant pas proprement l'entreprise. Oui. À quel moment il faut créer l'entreprise? Au moment où on a l'idée ou bien... Bon, de mes expériences, je pense que compte tenu de nos réalités locales, je recommande généralement de pouvoir faire toutes ces étapes d'abord. Parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va nous prendre pour concevoir le produit. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre pour faire les tests. On ne sait pas quel est le temps entre l'idée qu'on a et le go-to-market. Et généralement, quand on dit entre la naissance de l'idée, le go-to-market, c'est un temps off commercial. On n'a pas d'argent. L'argent ne rentre pas, du moins. Et sur ce temps, lorsque l'argent ne rentre pas, au niveau de nos autorités fiscales, diverses autorités qui interagissent avec le ministère du Commerce et la chambre de commerce, c'est que vous devez forcément régulariser des choses, payer des choses, des redevances diverses. Et lorsque vous ne rentrez pas de l'argent, il est conseillé de mettre off la société. Mais moi, je dis, lorsque vous n'êtes pas sûr que vous êtes prêt, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, par contre, c'est assez relatif parce que aujourd'hui, il faut noter que pour beaucoup d'entreprises innovantes, beaucoup de startups, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les appels à projets. Les appels à projets, c'est des programmes qui vous permettent de gagner des fonds, soit en crédit ou bien en subvention. C'est des programmes qui sont conçus quand même pour comprendre les projets innovants, pour comprendre les nouveaux projets. Donc, eux, ils ne fonctionnent pas comme des banques, mais c'est des programmes qui sont appuyés par des institutions financières, soit des microfinances, des banques, etc., mais qui mettent en place des fonds pour accompagner les projets dans leur amorçage. Donc, parfois, lorsque vous n'avez pas l'entreprise enregistrée, vous ne pouvez pas avoir aussi ces programmes, vous ne pouvez pas être éligible et bénéficier. Voilà. Donc, après, il faut peut-être créer
et commencer la bataille, mais après, il faut avoir le tact de s'approcher d'un fiscaliste pour nous montrer comment est-ce qu'on met en suspens la société pendant qu'on est en train de chercher la voie pour tester le produit, pour atteindre le go-to-market. Et pareil pour la CNSS, chez nous c'est la CNSS, on dit la Caisse nationale de sécurité sociale. Pareil, parce que lorsque vous ne faites pas comprendre à la CNSS qu'après la création à la CFE, vous n'êtes pas fonctionnel, on vous calcule des choses chaque mois que vous devez déclarer et par défaut c'est peut-être 2 à 3 employés qu'on vous prend pendant que vous-même vous n'arrivez pas à suivre. Donc c'est de voir, soit quand vous prenez l'option d'aller sur des appels à projets, vous créez l'entreprise mais vous approchez des spécialistes. Il y a beaucoup d'incubateurs aujourd'hui qui accompagnent pour qu'ils vous montrent les dispositions à prendre. Soit vous ne créez pas, vous attendez le go-to-market pour pouvoir lancer. Pour créer l'entreprise. Quand on veut, puisque nous sommes dans la création, quand on veut créer une entreprise, nous sommes au Togo, quelles sont les institutions qui rentrent en jeu directement? À la création, on a aujourd'hui le centre de formalité des entreprises, CFE. le CFE justement. C'est l'unique guichet. Maintenant après, c'est qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les autres institutions qui interagissent. Et la première, c'est l'OTR. OTR, c'est Office togolais des recettes. Voilà. Donc, que moi j'appelle généralement l'autorité fiscale. Donc, l'OTR, c'est des services qu'on laisse. Quand vous quittez la CFE a une base qui est reliée forcément à l'OTR. Où l'OTR connaît toutes les entreprises qui sont créées instantanément. Donc, il y a l'OTR qui est là, il y a la CNSS qui est là, qui est l'autre autorité qui s'occupe de tout ce qui est la cotisation sociale, aujourd'hui l'AMU aussi. Et donc, il faut aussi s'approcher d'elle. Maintenant, je pense qu'à la base, c'est ça. Après, il y a d'autres qui sont plus importants quand on commence à évoluer, comme l'inspection du travail, comme le tribunal du commerce pour avoir le RCCM, le registre du commerce. Tribunal du commerce. Voilà. Ok. Pour avoir le RCCM, le registre du commerce et du crédit immobilier, je crois, c'est ça. Et voilà, donc c'est celles qui sont importantes du moins. Voilà. Tu sais que c'est la... Je pose la question et je découvre parce que moi, c'est la première fois que surtout par rapport au tribunal du commerce, c'est la première fois que j'entends ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont regardé cette vidéo, tu vois. Mais c'est super intéressant. On est à l'étape on a créé tout ce qu'il fallait créer. Oui. On est sur le marché maintenant. Oui. Je vais revenir un peu en arrière en te posant la question. Pour toi, c'est quoi la bonne idée d'entreprise? La bonne idée, c'est une idée qui apporte une solution efficace, simple, pratique à une communauté, à un groupe de personnes. Voilà. La bonne idée, c'est ça. Et c'est une idée qui est adressée, dont la solution est adressée au moment opportun surtout. Parce que il est important de dire que il y a une idée aujourd'hui qui marche, qu'on aurait adressée il y a 10 ans, qui ne serait pas une bonne solution parce que les choses évoluent. Donc, la bonne idée, c'est l'idée dont la solution est vraiment adaptée à l'époque, qui répond à une problématique réelle, mais de façon efficace, simple et pratique. Voilà. C'est tout la bonne idée. C'est tout. Super. Super. Avant de pénétrer le marché, il est très important de savoir fixer le coût de son service ou de ses produits. Et je pense que c'est la partie la plus difficile dans le processus. Bon, oui, parce que c'est finalement ce que les gens vont acheter. Okay. Et on sait que trop cher, les gens n'achètent pas. Trop moins cher, les gens se disent que ce n'est pas de qualité. Comment arriver à fixer le prix de son service ou bien de son produit? Bon, c'est compliqué. J'aime bien. C'est compliqué parce que est-ce que trop moins cher, les gens n'achètent pas? Au Togo, les gens veulent du moins cher. Limite gratuit. Même si c'est gratuit, ils vont prendre. C'est l'une des choses que je déplore chez nous. Moi, j'aime pas la gratuité. Lorsque vous commencez par m'offrir un truc gratuitement, je pose la question, c'est quoi le problème? C'est où le piège?
c'est où prévoyez me piéger. Parce que rien n'est gratuit dans ce monde. Donc, chaque produit a son coût, a sa valeur. Donc, la conception du prix, ça fait partie de la conception du produit. Ok. Le prix fait partie de la conception du produit ou bien du service. Le prix fait partie intégrante. Et je dois avouer que ça a été l'un des exercices les plus compliqués que j'ai fait en tant que manager de Dolé. Parce que moi, je suis venu sur un marché où il y a des mastodontes qui étaient là. Je suis venu sur un marché avec beaucoup d'échecs déjà. C'est vrai, une expérience acquise et passée d'ingénieurs sur des projets qui ont marché. Mais en tant que quelqu'un qui vient comme une sorte de régulateur pour dire les marchés ne s'exécutent pas bien, je veux vous accompagner pour exécuter les marchés en vous louant du matériel, en vous apportant des ressources humaines qu'il faut, en vous permettant d'avoir accès aux meilleurs matériaux pour mieux exécuter le rendu de vos projets dans le secteur de la construction. Je n'avais pas fait mes preuves. Et c'est cette personne qui n'a pas fait ses preuves qui vient avec des prix. Et j'avais le choix entre m'aligner sur des prix du marché ou travailler sur des prix que je trouvais alignés avec mon idéologie. Et je crois que ça a été 2 à 3 nuits d'insomnie pour moi en fait à l'époque. Et je vois sur le marché des prix que je trouve pas normaux plutôt. Et au même moment, je dis, mais si je change ces prix, les gens ne vont pas accepter le service. Vous savez, notre problème à Edolé, c'est comme on est entre le marteau et l'enclume. On est entre un fournisseur et un client. Entre un fournisseur et un client, il faut satisfaire le client, il faut satisfaire le fournisseur. Il faut l'équilibre entre les deux. Quand il n'y a pas l'équilibre, ça tombe. Donc, à l'époque, c'était de trouver le prix que le fournisseur acceptait et que le client aussi acceptait. Et c'était le gros challenge. Et il a fallu que je fasse beaucoup d'études. Je suis allé sur le marché, je vois. Je prends un prix. Je prends un exemple de quoi, par exemple, quel matériel vous pouvez connaître, par exemple. Bon, allons sur la ressource humaine. Je prends, par exemple, le maçon. Le maçon qui est payé, par exemple, à l'époque, à 3500. Je me rappelle, je suis l'un des premiers précurseurs d'un prix journalier de 4000 au Togo. Et quand je vois 3500, 4000 sur ces projets, mais ça ne passait pas, je fais un peu la moyenne, j'essaie de voir. Est-ce que 4000, en tant qu'ingénieur, en tant qu'entrepreneur, les prix qu'on met sur le marché, est-ce que c'est là où l'expertise est importante? Je vais en venir. Donc, il a fallu que je vois 4000 ne tue pas l'entrepreneur. 4000 ne tue pas le Togolais lambda qui a besoin du travail d'un maçon pour 8 heures de temps. Et je dis, OK, 3500. 3500, c'est pas mal pour l'ouvrier, mais l'ouvrier, pour l'énergie qu'il sort, ça ne l'arrange pas. OK, on fait quoi? On va sur 4000. On va sur 4000, sachant que la plupart des ouvriers seront contents, ils vont venir, mais la plupart des clients ne seront pas d'accord. Mais je pars de l'analyse où j'explique, je définis une stratégie à l'amont. Lorsque je prends un ouvrier qui doit être payé à 4000, je dois m'assurer qu'il sera très bon. Qu'il soit l'ouvrier, qu'il soit l'ambassadeur du prix au fait qu'on applique. Donc, quand l'ouvrier est de 4000, avant qu'il accède à la plateforme, il y a un tas d'examens qu'on doit faire. On doit s'assurer qu'il est super bon, qu'il est très bon. Et quand il est très bon, il devient l'ambassadeur automatiquement du prix qu'on fait, de notre marque. Et quand l'ouvrier il est à 4000, le client, c'est vrai qu'au départ, il était hésitant, mais après, il dit, mais, maçon, à 4000 est à voir, il doit bien silo. Il est content. Et il va en parler autour de lui. Et c'est comme ça, progressivement, qu'on a changé les prix. Aujourd'hui, c'est ce que les gens appellent dans notre secteur, dans notre jargon, les prix Edolé. On a changé les prix, on a changé les prix des matériels. Il y a des matériels qui étaient trop chers pour moi.
que j'ai ramené un peu vers le bas. Et il y a des matériels pour moi qui étaient trop bas, qui n'arrangeaient pas les fournisseurs, qu'on a travaillé avec l'équipe, qu'on a ramené un peu vers le haut. Et aujourd'hui, tout le monde est content. Donc, c'est cette stratégie que nous, on a adoptée. Mais pour revenir sur la question, il est important de s'approcher des gens qui maîtrisent un peu le domaine qu'on attaque. Quand on va dans la restauration, lorsque vous voulez adresser des prix, concevoir des prix, même si on n'a pas d'argent, allez voir un restaurateur, expliquez-lui votre problème. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider avec son expérience. Donc, il faut s'approcher d'un expert dans la conception du prix. Tout le monde ne sera pas content, mais pour trouver les prix quand même qui permettent à tout un chacun de se retrouver là-dedans. Merci. Quand les entrepreneurs commencent à gagner de l'argent, il y a des petites folies qu'ils font et tout. Tu vois? Mais c'est pas... Et pour quelqu'un qui ne sait pas gérer de l'argent, j'imagine que vous dépensez beaucoup d'argent. Oui. D'accord. C'est quoi vos petites... Est-ce que vous avez peut-être un jour où vous avez gagné beaucoup d'argent, vous vous êtes dit, hey, aujourd'hui là, j'ai un peu... Je vais prendre ci. Vous avez acheté ça pour faire plaisir. Qu'est-ce que vous avez acheté? Ma mère disait toujours, chaque enfant a ce qui lui fait dépenser. Et je pense que tout humain est comme ça. Il y a des gens qui aiment boire, il y a des gens qui aiment les femmes, il y a des gens qui aiment s'acheter des vêtements, il y a des gens qui aiment voyager, etc., etc., etc. Et moi, j'aime le beau. J'aime m'habiller, j'aime tout ce qui est beau, j'aime les voitures. Et moi, je crois que, comme tout entrepreneur, on a fait des erreurs. Et parmi ces erreurs se situe ce que tu dis. Il est déjà arrivé quand même qu'on ait confondu l'argent de l'entreprise. Non. Je te coupe, hein. Pas qu'on ait. Je parle de toi. Ouais, que moi, quoi. Que j'ai confondu l'argent de l'entreprise à mon propre argent, à ma poche, etc. Et s'acheter peut-être une voiture. Et sortir un peu de trop. Et moi, j'adore voyager. Et je suis le genre de personne, j'adore voyager. Voyager fait partie de mes passe-temps préférés. Découvrir, en fait, j'adore découvrir. Donc, avoir une voiture, avoir de l'argent pour s'acheter du carburant, avoir un peu d'argent pour les provisions, avoir de l'argent pour où on va, ça fait partie de mes postes de dépenses les plus élevés. Donc, à l'époque, c'était pas question de se voir. Qu'est-ce que ça fait à l'entreprise? Pour nous, c'est du go. Donc, je voyageais assez, je me déplaçais, je faisais un peu le tour de Lomé, Cotonou, Accra, Ouaga. Avec l'argent de l'entreprise. Ouais. Oui, pour être honnête. Quand on a une entreprise, l'entreprise, ce n'est pas l'argent. Vous l'avez dit, tu l'as dit, l'entreprise, c'est les humains. Et les humains, c'est les qualités et les défauts. Les qualités, d'autres diront les voyages, aimer le beau, aimer la femme, aimer les voitures et tout ça. Mais vous l'avez dit, tu l'as dit, tu as pu confondre. J'ai dit tu as pu. Tu as confondu. Voilà. Tu as confondu. Et comment tu dirais aujourd'hui que tu as pu travailler dessus, ou bien le comptable fait halte chaque fois que tu viens pour piquer l'argent de l'entreprise? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dépassé énormément cette étape. Mais c'est difficile. C'est difficile de voir son propre argent, surtout quand on est le seul actionnaire de sa boîte. Et qu'une tierce personne vous dise que vous ne pouvez pas toucher à votre argent pour satisfaire vos besoins, surtout si c'est des vices ou bien des choses que vous aimez faire. Mais il faille quand même passer par cette étape, traverser, aller au-delà de cela. Et déjà, moi je suis quelqu'un, j'apprends beaucoup de mes erreurs. Et je le dis habituellement, les erreurs, j'en fais tellement. Et je dis habituellement, il n'y a pas quelqu'un qui fait autant d'erreurs que moi. Moi, je floppe beaucoup, je fais beaucoup d'erreurs, j'échoue beaucoup. Mais jamais le même échec deux fois. Jamais la même erreur deux fois. J'apprends, je fais un truc, j'apprends.
Et ça, je deviens plus fort. Ce qui fait que quand je tombe avec toutes mes entreprises que j'ai créées, quand j'ai des problèmes, quand des personnes commencent par me menacer avec tout, nous avec quand on était petits, nos mères, quand on s'approchait du feu, elle nous dit, ne fais pas, mais tu veux pas écouter. On prend ton doigt, on met dans le feu. C'est pas que la maman ne t'aime pas. C'est vrai. Elle prend ton doigt et met dans le feu pour que tu goûtes le feu. Tu comprends en même temps que tu prends ta résolution. Le feu, c'est pas bon. Tu te recules. Quand tu es personne consciente, tu n'es pas fou. Mais on est fou, mais au-delà, il faut quand même être réaliste. Donc, après, il faut comprendre que à chaque fois que tu confonds la caisse de l'entreprise, bien le compte de l'entreprise à ta poche, tu vas te casser la gueule. Donc, rapidement, moi, j'ai compris que c'était pas... Et puis, moi, je suis un très mauvais gestionnaire en termes d'argent. J'ai compris que pour gérer mes boîtes, il faut quelqu'un qui soit sur l'argent. C'est pas moi. Et cette partie, je la délègue. Donc, aujourd'hui, moi, je suis payé comme un salarié dans ma boîte. Je peux, quand vous demandez à Nelly, elle vous dit, je peux au codir dire, monsieur le DAF, je pense que on est le 2, vous pouvez payer les salaires. Monsieur le DAF peut payer le salaire le 10. Il décide de quand payer. C'est sa responsabilité. Il gère la finance dans la boîte. Et il rend compte. Je vous explique. Si monsieur le DAF ne paie pas les salaires à temps et qu'il y a des répercussions, il assume. Moi, j'ai joué mon rôle de manager, je lui ai dit payer les salaires. Il n'a pas payé. Il assume en fait. Chez nous, c'est ça. Chacun assume. Quand la DIRCOM, il y a un dossier qu'elle devait sponsoriser, elle ne sponsorise pas, il y a des répercussions, elle assume. Donc aujourd'hui, chez nous, on est arrivé à un niveau où ce n'est plus le promoteur, c'est que chacun joue son rôle. Tout le monde a son cahier de charge. C'est vrai qu'on se consolide ensemble, mais tout le monde a son cahier de charge. On a dépassé ce niveau où l'agent de l'entreprise peut être l'agent de quelqu'un. Il peut m'arriver, il faut être honnête, de dire au DAF, regardez comme la signor, tu peux me prêter un peu d'argent. J'ai besoin d'un 10 000 pour faire quelque chose. J'ai besoin de... Voilà, il peut m'arriver là. Il dit, DG, il faut signer. Reconnaissance de dette. On t'enlève ça de ton salaire. Oui, forcément. Forcément, c'est que moi, je suis un employé de ma boîte. Et je le disais aujourd'hui dans une réunion au niveau du Palais des Congrès. La boîte peut décider de me remplacer quand je ne joue plus mon rôle. C'est ça une boîte, en fait. Ce n'est plus une affaire de je suis le PDG, je peux prendre l'argent. Non, on a dépassé cette étape, mais il a fallu qu'on comprenne que c'est toujours plus important. C'est en Afrique qu'on voit les dirigeants d'entreprise, les promoteurs d'entreprise plus riches que leur boîte. En Europe, c'est l'inverse. L'entreprise est toujours plus riche que vous. Jusqu'à la fin de votre vie. Peut-être c'est vers la fin de votre vie, quand vous commencez par vraiment vouloir récupérer et laisser que ce qu'il faut aux descendants, que vous êtes peut-être un peu plus riche que l'entreprise, mais votre entreprise est forcément plus riche que vous. Voilà. Comment on fixe son propre salaire quand on est le patron? Difficile. Difficile de ne pas exagérer. Oui. Difficile d'être rationnel, difficile d'être factuel, de comprendre que je dois aller progressivement. Et je pense que ça a été l'un des exercices les plus compliqués aussi pour moi dans ma nouvelle vie d'entrepreneur. Mais moi, j'ai eu la chance et la sagesse d'avoir les gens qu'il faut. Les humains, toujours, ça revient. Et moi, je pense que j'ai un message dans mon téléphone qui m'attend sur la diminution de mon salaire actuellement. Et c'est pas moi qui ai envoyé le message. Il y a quelqu'un dans la boîte qui dit déjà, je pense qu'on doit revoir votre salaire. Parce qu'on traverse peut-être une phase difficile. Parce qu'on a envie d'investir. Et votre salaire, ça nous coûte trop. Il n'est pas propriétaire de l'entreprise. On l'a confié un rôle. Et son rôle, de s'assurer que tout aille bien. Et dans son rôle, il est mandaté de réguler les salaires. Donc, parfois, pour les jeunes entreprises,
il nous arrive de ne pas avoir cette personne forcément, mais il faut être cette personne pour soi-même, pour comprendre que une entreprise qui marche, une entreprise qui va marcher dans ses débuts, une entreprise qui part de rien, c'est des sacrifices. Donc mon salaire ne doit pas être un truc pour me faire plaisir. Moi, je me rappelle avec Idolé, j'ai fait 2 ans sans salaire, hein, pendant qu'on payait des gens. 2 ans sans salaire. Donc, il faut arriver à ce niveau pour comprendre que la boîte, il faut pouvoir faire des sacrifices pour la boîte. Et après, vers la fin, on va récolter les fruits de ce sacrifice. Donc, mettre un salaire, généralement, je recommande qu'on puisse mettre le strict minimum qui nous permet de vivre, qui nous permet de nous déplacer, qui nous permet d'être productif pour la boîte. Et ce moment viendra où personne ne vous dira que vous devez avoir un bon salaire. C'est les résultats qui vous diront que, chef, là où tu es maintenant, tu dois avoir un bon salaire. Et ça va de soi, voilà. Merci. Il y a cet aspect aussi qui revient souvent. Vous l'avez dit, vous l'avez répété, tu l'as dit, tu l'as répété. Excuse-moi de vous voir, excuse-moi de te tutoyer. Ça va, on mélange les deux, ça va. Il y a cet aspect de l'entrepreneuriat aussi. Tu l'as dit, tu l'as répété. C'est les humains. Et pour qu'une boîte marche, c'est les humains. Pour que ça coule, c'est les humains. Oui. La question, c'est comment avoir ces bons humains-là à ses côtés quand on est entrepreneur. Depuis, je disais compliqué, mais je pense que c'est le plus compliqué. Il n'y a rien de compliqué plus que les ressources humaines. La gestion des ressources humaines, il n'y a rien de plus compliqué au monde. Vous voyez, quand vous prenez par exemple, je vais aller au-delà de notre pays pour donner des exemples sans faire de polémique. Quand vous prenez par exemple Joe Biden, la tête de Poutine ne le plaît pas forcément. Mais il est obligé de collaborer avec lui. On est dans un écosystème. C'est des gens qui sont arrivés à dépasser un niveau, au fait, d'ego personnel, où ils arrivent à gérer leur ego. Donc, gérer les égos des êtres humains, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, quand nous créons une entreprise, on commence par recruter, on commence par s'entourer. L'une des choses les plus difficiles, qu'on ne finit jamais de résoudre, c'est ça. De trouver les bonnes personnes. Vous savez, il y a des entreprises qui ont 30 ans d'existence, 40 ans d'existence, qui paient bien. Mais les gens démissionnent. Et le promoteur, il a mal. Le premier dirigeant, il a mal. Moi, j'ai un patron. En janvier passé, j'étais parti le saluer. J'ai senti un peu qu'il n'était pas dans ses formes. C'est un grand patron, je ne vais pas donner son nom, mais c'est un grand patron. C'est quelqu'un qu'il faut respecter quand on parle de l'entrepreneuriat au Togo. Qui a fait, qui continue de faire. Il n'y a pas son deux peut-être. Mais je sens qu'il n'est pas vraiment lui. Dans nos discussions, moi j'étais parti pour le saluer. Généralement, je fais des vœux, etc. Et après, il me dit, tiens, il y a cette personne qui n'est plus là, qui nous quitte, qui quitte le navire. Et c'est quelqu'un qui a presque 20 ans d'existence sur le marché togolais et ouest-africain et autres. Qui est peiné parce qu'un collaborateur le quitte. Il aurait aimé que ce collaborateur reste. Là, je suis fixé sur un collaborateur qui quitte. Trouver le bon collaborateur, c'est l'exercice le plus difficile d'un entrepreneur. Trouver le bon humain. Mais est-ce qu'on arrive à résoudre ça? Définitivement non. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne vision. D'arriver à être aligné avec sa vision. L'authenticité du promoteur est importante. Moi, je ne pense pas que ces personnes qui sont idolées aujourd'hui sont forcément là pour de l'argent. Ils ont une vision qui s'aligne avec la vision d'idolé où ils se retrouvent dedans. Donc, c'est d'arriver quand même à avoir une vision globale qui est pertinente, d'arriver à être authentique, aligné avec sa vision, d'arriver à être cette personne humaine qui, au-delà de sa carapace, de son casquette de patron, peut descendre au bas niveau, être avec les collaborateurs, comprendre leurs problèmes, leurs problématiques, leurs réalités, comprendre ce qu'ils vivent,
arriver à leur trouver des solutions, même quand ça va en dehors de l'entreprise. C'est être ce leader qui est important, qui transmet des émotions. C'est par ces moyens qu'on arrive à embarquer des gens dans sa vision. Et ce n'est que par ce seul moyen qu'on trouvera des gens qui vont faire peut-être 5 ans, qui vont partir quand même, qui vont faire quand même 10 ans, qui vont partir, ou bien qui vont faire 30 ans, qui ne vont jamais partir, qui seront là éternellement. Il faut arriver à ce niveau. Et c'est difficile pour nous, souvent, mais il va falloir travailler sur soi pour y arriver. Voilà. Il y a aussi ce côté où, quand on recrute des gens, c'est clair la vision. Mais il faut qu'ils mangent quand même pour suivre la vision. Comment on fixe le salaire? Là, on a parlé de toi le patron. Comment on fixe le salaire des employés? Non, il faut toujours penser. C'est ça, je dis, descendre au niveau des employés, des collaborateurs. Moi, je n'appelle même pas ça les employés. J'appelle généralement pas mes collaborateurs employés parce que pour moi, c'est mes collaborateurs. Et moi, je peux être destitué, ils vont continuer l'aventure. Donc, il faut arriver à descendre à leur niveau, comprendre leurs problématiques, comprendre leur réalité. C'est quoi ils vivent. Et c'est ce que je fais. Moi, avec le plus simple, même l'agent de sécurité est dolé. Il m'arrive de sortir, de demander, tu as mangé? Ça va? Tu es sûr que ça va? Je te sens un peu soucieux. Hein? Tu es sûr que tu as mangé? Ce que je dis, vous pouvez poser la question à n'importe quel collaborateur des DOL que vous trouverez partout. Si vous voulez demander quels sont les collaborateurs, demandez sur les réseaux sociaux. Les gens, vous allez leur demander si je ne fais pas ça. Et il m'arrive de sortir l'argent de mes poches pour dire, je ne suis pas sûr que ça va avec ça. Et c'est, au-delà de l'argent, on peut assister la personne moralement, je peux t'aider à faire ci, etc. Et c'est très important. Donc, ceci dit, même au niveau du salaire, ça m'importe de savoir si le peu qu'on donne peut permettre à la personne de vivre, pas de survivre, mais de vivre et de pouvoir progressivement accomplir son devoir en fait vis-à-vis de l'entreprise. Ce qui fait qu'au départ, je ne dirais pas qu'on avait des salaires forcément bons pour les collaborateurs. Moi, je n'en avais d'ailleurs pas. Mais on avait des salaires qui ont rapidement évolué pendant que moi, je n'avais pas de salaire. On a compris, moi j'ai compris que ce qui faisait l'entreprise, c'était peut-être moi qui apportais l'idée, mais c'était les gens qui étaient autour de moi. Donc il fallait mettre un peu bien ces gens. Donc rapidement, on a commencé par améliorer les salaires. Au départ, c'était pas grand-chose. Et je me rappelle, le jump qu'on a eu, c'est en décembre 2023. Il y a un an, il y a bientôt un an. En décembre 2023, quand on a fait nos chiffres, il y a le département marketing commercial qui a fait de excellentes performances. On a dit, si on a fait de telles performances, pourquoi ne pas doubler le salaire des gens? On a doublé. On a doublé les salaires. On a doublé les salaires pendant que moi, j'ai eu peut-être que la moitié de ce qu'il fallait comme double. Parce que j'ai compris que déjà, lorsque mon salaire doublait, ça faisait une charge énorme à l'entreprise. Mais lorsque le salaire des collaborateurs doublait, ce n'était pas trop influent, mais ça permettait quand même aux collaborateurs de se sentir mieux dans leur peau, de mieux faire leur exercice. Donc, c'est ce petit exercice qu'il faut faire ce soir. Et voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Ce qui suit, c'est le salaire, d'accord. Mais comment vous récompensez l'effort? Comment, quand on est entrepreneur, on récompense l'effort de ses collaborateurs? L'effort peut être récompensé de diverses manières. Déjà, le simple merci, le simple fait de dire merci par moment, c'est quelque chose. Souvent, on pense que c'est rien, mais la gratitude, c'est quelque chose qui fait toujours bien à celui qui pose l'acte, à qui on dit merci. Et il faut savoir déjà en féliciter les gens. Même quand ils posent des actions ou bien ils posent des actes qui ne répondent pas forcément ou bien qui ne sont pas forcément ce qu'il faut savoir les encourager d'avoir pris au moins l'initiative de faire des choses. Il faut savoir leur dire, tu as essayé ceci, ça n'a pas donné comme cela se doit, mais vraiment félicitations d'avoir essayé. Il faut savoir féliciter les gens, il faut savoir dire merci aux gens. Ça, c'est à l'étape primordiale. Maintenant, de là, les entreprises, quand on commence par avoir un peu de moyens, il y a plusieurs moyens de dire merci aux gens, soit par des créations de primes d'employés du mois, soit par
des encouragements financiers. Parce que lorsque vous savez, on est dans une communauté, hein, une entreprise, c'est une communauté professionnelle. On ne va pas être, quand on parle de double salaire, peut-être que c'est la performance, on a globalisé. Mais après, il y a quelqu'un peut-être qui a été vraiment plus acteur éminent de cette performance. Peut-être, est-ce qu'il ne faut pas augmenter plus pour la personne? Il y a des actions qu'on mène pour pouvoir dire merci aux gens, qui sont parfois morales, qui sont parfois financières. Et il faut aussi, au-delà, à un niveau donné, le niveau où nous on prévoit, moi, je travaille sur ça. Le comité directeur n'a pas encore idée de ce que je dis, c'est un scoop. Mais c'est d'arriver à donner des BSPCE. Les BSPCE, c'est des sortes d'actions non transmissibles qu'on ne peut pas transmettre. Si par exemple, toi, aujourd'hui, tu es dans ma boîte et que tu performes et que tu dépasses peut-être la condition de 2, 3 ans, 4 ans qu'on se dise, c'est qu'on te donne peut-être 0,5% des actions, 1% des actions, ça dépend. Et c'est des actions sur lesquelles tu perçois des dividendes tant que tu es là, tant que tu bosses. Donc ça veut dire que quand tu es là, quand tu bosses, plus on gagne de l'argent, plus tu gagnes des dividendes en fait. C'est jusqu'à la fin, c'est des actions que tu ne peux pas transmettre à quelqu'un. Donc ça te fidélise de rester et de bosser, de faire glow up de la boîte, voilà. Wow, super. Puisqu'on parle d'action, à quel moment pour un entrepreneur il faut ouvrir son capital aux autres? Il n'y a pas de moment, c'est relatif. C'est relatif parce que moi, je l'expérimente aujourd'hui. Et je pense que il faut arriver à évaluer de l'importance de la chose. C'est comme, je mets ça au même niveau que le financement. Il ne faut pas prendre de l'argent à la banque ou bien prendre de l'argent chez quelqu'un parce que c'est disponible. Il faut prendre de l'argent quand on évalue vraiment ses besoins et qu'on sent on est vraiment dans le besoin. Donc, l'actionnariat, c'est d'évaluer vraiment de quoi j'ai besoin. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de la compétence de la personne? De quoi j'ai besoin chez la personne? Est-ce que c'est le réseau de la personne qui m'importe? Donc, c'est d'évaluer vraiment le besoin et de voir si ça marche avec la personne chez qui on veut permettre de rentrer dans l'action. Et déjà, il faut arriver que la personne aussi soit embarquée dans la réelle vision. Donc, lorsque on ressent l'actionnariat, pour moi, ce n'est pas forcément l'argent que la personne apporte, c'est les compétences que la personne peut apporter, le réseau, l'expertise, l'expérience, tout ce qui va avec. Donc, du coup, lorsque on évalue ces manquements et qu'on se rend compte que il nous faut tel que nous-mêmes, on ne peut pas trouver et qu'on peut trouver ailleurs, en externe. Et c'est à ce moment qu'on va à la recherche d'un actionnaire. Et même dans cet exercice, je recommande souvent de prendre tout le temps qu'il faut, de ne pas être pressé. Parce que l'actionnariat, c'est comme tu me reçois dans ton salon et tu me donnes, je te donne de l'argent pour dire, ok, tu sais, je t'achète cette partie de ton salon et je veux faire ce que je veux avec, ou bien je veux pouvoir venir me reposer là. Et tu dis, bon, quand tu prends l'argent, tu es content. Et tu dis, bon, il n'y a pas de souci, je prends l'argent, tout. Et après, c'est quand le soir, tu es fatigué, tu veux te reposer. Moi, je reviens avec une femme et puis je me couche dans la partie que tu m'as donnée. Hein, je respecte mes engagements. Et moi, je fais ce que je veux avec et toi, ça te fatigue. Ou bien je joue à la PlayStation pendant que tu dors. En fait, c'est ça l'actionnariat. Donc, il faut vraiment que les bases soient bien mises, que les tests soient bien clairs. Il faut arriver à comprendre c'est quoi les implications d'un actionnaire, de l'actionnariat. Et lorsqu'on arrive à comprendre tout ça, on évalue vraiment la pertinence du besoin, on peut maintenant aller à l'actionnariat. Voilà. J'ai remarqué que Edole Africa a ouvert aussi en Côte d'Ivoire. Ça fait Togo, Côte d'Ivoire pour le moment. C'est ça. À quel moment il faut changer de pays? Ou bien il faut internationaliser l'entreprise? Non, en fait, d'abord, ça dépend de la vision. Il y a des entreprises qui n'ont pas pour vision de s'internationaliser. Il y en a qui en ont.
Et je pense quand même qu'aujourd'hui, la nouvelle vague d'entreprises innovantes, la plupart en ont. Et pour nous, c'était écrit noir sur blanc qu'à partir de 5 ans dans notre business model, business plan et tout, que nous allons nous internationaliser à partir de 5 ans. Et c'est vrai qu'on est allé un peu plus tôt que prévu compte tenu de nos performances sur le marché togolais. Mais déjà, c'est premièrement la vision qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on s'internationalise? Maintenant, secondo, c'est de voir est-ce que le marché à l'international qu'on veut adresser a les mêmes réalités que nous. Si elle n'a pas les mêmes réalités, comment est-ce qu'on s'adapte aux réalités de ce marché avant d'aller? Et par expérience, bon, en fait, pour une petite information, on est dans 3 pays. On est au Togo, on est en Côte d'Ivoire et en mai 2024, on a lancé la filiale béninoise. C'est vrai qu'on n'a pas communiqué là-dessus. Je suis généralement entre le Togo et le Bénin et on a notre filiale là-bas. Et par expérience sur les 3 pays, j'ai compris une chose. S'ouvrir à l'international nécessite beaucoup de moyens. Et beaucoup de moyens dans ce sens que soit vous avez les moyens, vous recrutez les bonnes personnes qu'il faut et elles vous font le job, même avec les petits problèmes qui peuvent aller avec. Soit vous n'avez pas les moyens, vous voulez jongler et vous jonglez avec votre argent, avec votre investissement. Donc, je recommande aux gens, je nous recommande d'être assez suffisamment stable dans le premier pays où nous lançons notre produit, notre service, avant d'aller dans les pays étrangers. Parce que lorsque vous allez à l'étranger, vous n'êtes pas là pour suivre vos ressources, vous n'êtes pas là pour suivre vos opérations, vous n'êtes pas là pour suivre tout ce qui va avec, et on peut vous voler, vous pouvez être sous-performant sur vos marchés que vous aurez, et il y a beaucoup de choses qui vont avec, parce que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille, et après, il y a beaucoup de problèmes qui vont avec. Voilà. Merci beaucoup. Merci, franchement, merci. Merci beaucoup. Déjà, je vais répéter encore, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que les gens, ils ont appris énormément. Mais je n'ai pas fini avec les questions. J'aime trop poser des questions. La prochaine question, c'est surtout par rapport à 2 volets. Le premier, j'aimerais que tu me dises, on est toujours dans l'entrepreneuriat et quels sont les types de personnes qu'un entrepreneur doit toujours avoir à ses côtés? Ok, merci. En tout cas, je pense que si je ne me trompe pas, mon cher ami Paul l'avait dit, hein, il faut avoir un bon juriste, sinon un avocat. Il faut avoir un bon fiscaliste parce que nos chers amis de l'OTR, ils sont toujours là et c'est l'ennemi avec qui tu dors, comme on le dit pour la femme. Donc, l'OTR, il faut avoir quelqu'un qui comprend leur langage, donc c'est le fiscaliste. Il faut avoir un bon comptable parce que qu'il soit un interne ou bien conseiller, il faut avoir quelqu'un qui peut te dire « Ah, ça là que tu fais, ce n'est pas bon ». Il faut avoir un bon banquier. Le bon banquier, c'est celui qui, même si sa banque ne te prête pas l'argent, il peut te donner des astuces pour avoir de l'argent dans d'autres banques, chez d'autres investisseurs privés, etc. etc. Donc, voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens. Si vous aviez un seul conseil à donner à un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui veut commencer son entreprise, qu'est-ce que vous lui direz? Regardez autour de vous, apprenez et allez à l'action. C'est tout. Dernière question. Comment entreprendre et ne pas échouer? C'est pas possible d'entreprendre et ne pas échouer. Nous, on a un échec perpétuel. Même hier, j'ai encore échoué. Ah ouais? J'ai échoué sur une décision que j'ai prise. Ah ouais? J'ai échoué sur un petit projet que j'ai fait, un sous-projet en entreprise. Donc, l'échec fait partie fondamentale du processus de la réussite. Donc, l'échec, c'est chaque jour. Et quand vous prenez l'exemple de Elon Musk, cet homme que je suis beaucoup, que je respecte,
C'est l'une des personnes qui échoue le plus au monde. Il échoue, il fait 1000 projets, il échoue 9988, il réussit sur 2 et c'est le jackpot. On dit qu'il est le plus riche. Donc l'échec, personne n'épargne personne en fait. On ne peut pas, quand on ne veut pas échouer, on n'entreprend pas. L'entrepreneuriat, c'est là où on échoue le plus. Donc on ne peut pas entreprendre sans échouer. On peut entreprendre et échouer, mais continuellement apprendre et réussir. Donc, il n'y a pas d'astuce ni de formule pour ne pas échouer. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec monsieur Edole Africa. Tellement son nom il est effacé que tu n'as pas appelé monsieur Edole Africa. Dites-nous ce que vous avez pensé de son histoire, de son intégrité. Franchement, c'est la première fois que je vous rencontre et j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup pour toute la leçon que vous avez donnée. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Et téléchargez l'application Edole. Ah, je pense que c'est le moment même promo, ça. C'est le moment promo. Hein? On y va. Ok, je dirais quand même que dans l'Africa, comme on le dit, pour nous, c'est un concept d'abord avant d'être une entreprise. C'est pour dire qu'il y a du travail en Afrique pour les Africains, par les Africains. On développe l'Afrique par les Africains, pour les Africains. Donc, c'est d'abord de s'adhérer à cette vision de la chose où on veut vulgariser le travail en Afrique. Donc, on permet aux gens à travers une application, un outil numérique de pouvoir avoir accès rapide au travail, à des travaux décents. Et chez nous, les warriors sur les chantiers que vous appelez chez vous les ouvriers, c'est nous, c'est les warriors. C'est des gens qui sont déclarés à la CNSS, c'est des gens qui sont assurés, qui ont une assurance maladie sur nos projets, c'est des gens qui sont payés au-delà du SMIC, qui sont au-delà de 100 000 parfois, et pour la plupart plutôt. Donc, c'est un monde véritable, réjouissant de travail professionnel que nous créons. Et j'invite tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui est dans le sous-emploi ou bien qui est au chômage. J'invite tout le monde à partager cette vidéo, à pouvoir partager cette information autour d'elle et pouvoir permettre quand même à quelqu'un autour de soi de pouvoir télécharger Edole et sur Play Store ou bien sur App Store, Edole Africa, sur partenaire ou bien Edole Africa simple, ou bien de faire signe au numéro standard je peux donner. Bien sûr. 92 12 99 40 pour pouvoir avoir toutes les informations ou bien d'aller sur le www.edoleafrica.com pour s'enregistrer et à Porte d'Oe. Et voilà. Et bon. Merci les gars et à la prochaine.